Bonjour à tous, effectivement, un panel de personnalités, on va dire, qui travaillent au quotidien, les mains dans le cambouis, pour ne pas dire dans les laves torrentielles. Donc c'est des gens qui connaissent les réalités du terrain, et puis on va essayer de voir en quoi et pourquoi le réchauffement climatique peut avoir ou pas une influence prépondérante ou une influence majeure ou ressentie ou mesurée concrètement sur le terrain. Ça, c'est un petit peu la discussion qu'on aura cet après-midi. Madame, messieurs, je vous invite à me rejoindre sur la scène. Lisiane Mayora, vous êtes analyste de risque dans une entreprise de réassurance, c'est juste. Bonjour, bienvenue. Raphaël Mayora, un autre Mayora, semble-t-il qu'il y a des accointances, mais il faut remonter jusqu'au XIVe siècle pour trouver un ancêtre commun, ce qui veut dire que Raphaël Mayora, géologue cantonal, n'est pas sous l'emprise et l'influence des réassurances et des assurances en général. On va dire ça comme ça, histoire de couper court à toute rumeur. Nicolas Mettan, il est adjoint au service de développement territorial à l'État du Valais. Bonjour, bienvenue. Et puis Claude Pétard, responsable de sécurité à la commune d'Aniviers. Pour ceux qui ne sont pas valaisans, c'est évidemment dans le canton du Valais, une vallée latérale, granitique et magnifique. Bonjour Claude, bienvenue. On va articuler cette table ronde en trois volets. Le premier sera lié à l'identification des dangers qui menacent le Valais. Quels sont-ils? Un second point sera traité sur les professionnels, ces professionnels de la gestion des risques. Comment ils s'y préparent concrètement? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Et puis il y aura un troisième volet sur lequel on essaiera de discuter des pistes d'avenir et des pistes politiques. C'est un gros mot peut-être pour certains, mais entre les coûts potentiels des catastrophes naturelles et la volonté politique de les limiter, il y a des enjeux qui sont relativement forts. Nous n'avons pas d'hommes politiques autour de cette table, ce sont des praticiens, mais on va quand même leur poser la question de leur sensibilité par rapport à ça, s'il nous reste évidemment quelques secondes à disposition. Voilà pour la thématique du jour. On va peut-être commencer par ce premier volet avec les dangers naturels qui menacent le canton et peut-être un bref historique. Raphaël Mayora, vous qui êtes géologue cantonal, qui connaissez très bien les réalités du terrain dans le canton du Valais, c'est quoi les risques aujourd'hui, puis comment ils ont évolué? On avait des risques majeurs en 1950, ou en tout cas, est-ce qu'on les formalisait comme ça? Et bonjour à tous. Je vais vraiment vous décevoir parce que le principal risque danger naturel en Valais, c'est le tremblement de terre. Et c'est pas un scoop, il n'est pas lié au changement climatique. À moins qu'il y en ait qui arrivent à me le prouver. Donc à ce niveau-là, on n'a pas changé, si ce n'est qu'on s'approche de plus en plus du prochain événement. Mais c'est un autre chapitre. Du point de vue des autres dangers naturels, je pense que ça part plutôt sur le troisième point, c'est de savoir si on a vraiment une augmentation ou pas des événements. J'ai une sensibilité particulière sur ce point, qui correspond assez bien à ce qu'a montré M. Granier hier soir et ce matin. Mais de point de vue plus factuel, quels sont les dangers naturels dont on s'occupe, à part le tremblement de terre? Et on va commencer en hiver, il y a évidemment les avalanches, les éboulements, les chutes de pierres. Après, on passe dans le domaine de l'eau, avec les coulées de boue, les laves torrentielles, les crues et inondations. Donc, tous ceux qui habitent en montagne partout sur la planète, ils savent à peu près cette liste. Ensuite, du point de vue historique, on a toujours travaillé en réaction à des événements, ce qui est assez normal. Et il faut savoir qu'en Suisse, on a quasiment 70 ans d'études sur la neige et les avalanches. Ça a débuté au début des années 50, où il y a eu un hiver horrible avec des centaines de morts. Et là, les autorités se sont dit « Ah, mais on ne comprend rien aux avalanches, il faut qu'on s'en occupe. » Donc, on a 70 ans d'expérience là-dedans. Pour pointer quelques autres jalons du point de vue, je dirais, administratif, une autre date vraiment importante pour nous, c'est 1997. C'est l'année où l'Office fédéral de l'environnement a sorti les règles, en quelque sorte, pour faire les cartes de danger, qui sont l'outil de base pour l'aménagement du territoire. Donc ça, à partir de là, on a commencé à faire des cartes de danger partout, et c'est une de nos tâches principales actuellement.
Autrement, point de vue des grands événements, bon, ben là, on peut en parler, mais il y en a que j'aime bien citer. C'est par exemple les crues du Rhône. Écoutez bien les dates, 1980, 87, 93, 2000. Et puis, 2000. Les grands éboulements, 1734 d'Herborance, 1946 lié à un tremblement de terre, Six des eaux froides, 1991 Randa. Je peux vous faire la liste comme ça, et puis très très rapidement, il faut aller dans les archives pour avoir les grands événements. Donc, pour nous, c'est relativement accessoire. Ce qui compte, c'est plutôt le travail au quotidien, c'est l'orage qui tombe sur Sion, etc. On aura l'occasion d'y revenir sur ces éléments factuels que vous posez maintenant, puis qui nécessitent quand même une réflexion approfondie sur la manière dont on peut lier les événements avec le réchauffement climatique, ou pas forcément, dans quelle mesure et dans quelle proportion. Lisiane Mayora, en préambule aussi, on parle de carte de danger, comme le disait Raphaël Mayora, on parle de notion de risque. Est-ce qu'on peut peut-être poser l'un ou l'autre jalon pour comprendre ces notions de danger et de risque qui sont différentes, en tout cas d'un point de vue d'assurance? Oui, en effet, donc un danger représente n'importe quel événement qui peut potentiellement avoir un effet néfaste sur des biens ou des personnes. Donc typiquement un danger naturel, on parle de tempête, d'avalanche, d'inondation. Et le risque, par contre, inclut non seulement la sévérité et la probabilité d'un danger, mais également son interaction avec les enjeux qui sont exposés à ce danger. C'est aussi quelque chose dont M. Garnier a déjà parlé hier et ce matin. Et aussi la vulnérabilité de ces enjeux qui sont exposés au danger est absolument centrale pour l'estimation des risques. Donc, combien les biens sont résistants face aux dangers, combien les sociétés peuvent se remettre d'une catastrophe. C'est tous ces éléments en fait, qui constituent la notion de risque de catastrophe naturelle. Ok, au niveau des dangers, Claude Peter, vous êtes un homme de terrain. Vous êtes quelqu'un qui vous levez aux aurores pour aller voir comment ça se passe, même la nuit. Vous, depuis, Raphaël Mayora l'évoquait en termes de date, vous, est-ce que vous avez perçu ces 10 dernières années, depuis que vous êtes à la tête de la sécurité de la commune, je crois que vous êtes entré en fonction en 2009, si je ne dis pas de bêtises, à la louche en 10 ans maintenant, vous avez vu une évolution sur ces dangers, sur ces notions de risque? Vous avez une évolution positive, négative, davantage d'événements, pas forcément plus? Merci, bonjour à tous. Non, depuis 2009, on ne peut pas dire qu'il y a plus d'événements, moins d'événements, c'est tellement aléatoire. On disait tous, ces hivers, il n'y a plus de neige. Je vous rappelle que l'hiver passé, on a fini avec 8 mètres de 43 de neige tombée à 2400 mètres. Donc dire qu'il n'y a plus de neige, c'est pas vraiment ça. On ne peut pas dire à ce niveau-là. C'est difficile à avoir un élément chiffré. Alors, Lisiane Mayora, vous tenez, semble-t-il, dans le domaine des réassurances, des statistiques à un niveau, je crois, suisse, si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi la donne en la matière? Est-ce qu'on peut peut-être juste avoir le slide qui mentionne ces éléments indexés et non indexés? Un commentaire, Madame Mayora? Ça fonctionne? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc ici, on voit l'évolution des dommages causés par les catastrophes naturelles en Suisse de 1970 à 2016. Je vais me mettre aussi sur le côté. Et donc, qui sont couverts par le pool d'assurance danger naturel. Donc là, on parle seulement des assurances privées qui couvrent les dommages principalement dans 7 cantons de Suisse, dont le Valais. Pour les autres cantons, il y a des établissements cantonaux d'assurance qui s'occupent de ça. Et donc là, dans le diagramme du haut, on voit qu'en regardant la ligne bleue qui correspond à la moyenne sur 5 ans des dommages, qu'il y a une certaine tendance à l'augmentation des dommages jusque dans les années 2007, et après, ça a tendance à descendre. Mais bon, faire vraiment une analyse de trend sur une période de temps courte est assez délicate. Et en fait, ce slide est très intéressant si on compare le graphique du haut avec le graphique du bas. Le graphique du bas qui contient exactement les mêmes données de pertes que le graphique du haut, mais
les pertes ont été indexées et ajustées sur 2018. Donc on essaye de prendre en compte l'évolution du coût de la vie et du nombre de risques qui sont assurés afin d'avoir une meilleure vue de la hauteur des dommages que pourraient avoir des événements aujourd'hui par rapport à l'exposition actuelle. Et donc on voit que les événements de 1970-80 qui n'étaient quasiment pas visibles dans le graphique du haut deviennent plus importants, plus réalistes par rapport à la situation actuelle. Et le trend potentiel qu'on voyait en haut disparaît. Donc la conclusion principale de ce slide, c'est que en fait, les facteurs socio-économiques, donc comme l'augmentation de la population ou bien l'augmentation de la valeur des biens dans les zones exposées, sont le facteur principal de l'évolution des dommages, en tout cas par rapport aux données qu'on a ici pour la Suisse. Et le facteur climatique dans cette évolution est plutôt difficile à estimer. Voilà. Donc un facteur climatique difficile à estimer, des données sociaux, démographiques, si je vous ai bien compris, qui seraient un facteur plus facilement perceptible. Nicolas Mettan, vous êtes au cœur du dispositif finalement, hein, parce que vous êtes le réceptacle de tout ce qui est fait en matière d'utilisation du sol en Valais. On passe du graphique aux cartes avec vous. Vous faites comment pour intégrer des données liées aux dangers naturels et peut-être au réchauffement climatique? C'est possible, ça? Oui, merci de me donner l'occasion de parler du rôle de l'aménagement du territoire. Vous avez dit que les 4 intervenants avaient tous les mains dans le cambouis. Je suis certainement celui qui a le moins les mains dans le cambouis parce qu'on intervient plus en amont, ou on devrait intervenir plus en amont. Notre rôle, c'est peut-être d'éviter que mes collègues aient trop souvent les mains dans le cambouis, mais ça, c'est encore une autre question, on en viendra tout à l'heure. Effectivement, le territoire est le passage obligé, le réceptacle de toutes les utilisations du sol, et les dangers naturels en font évidemment partie. Et nous, on est un peu, pour bien faire notre travail, on est dépendant de la connaissance de tous ces spécialistes ici accumulés, qui doivent nous donner les informations via les cartes de danger, pour ensuite essayer d'aménager au mieux le territoire, arbitrer entre les différentes utilisations du sol et aussi jouer ce rôle préventif de l'aménagement du territoire sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Je crois que Jacques Méline, notre chef de département, dit souvent que le Valais est l'appartement témoin de la Suisse pour tous les dangers naturels. En Valais, on a révisé tout récemment tous les instruments de l'aménagement du territoire dans un grand projet et on prend en compte les grandes tendances de développement à tenir compte pour réviser nos instruments d'aménagement. Et en dehors de la mobilité, de la croissance de l'urbanisation, le mètre carré de surface habitable consommé par habitant, eh bien, les dangers naturels et les changements climatiques, c'était 2 des tendances qui ont influencé la révision de tous nos outils d'aménagement du territoire. Et ça nous distingue peut-être un tout peu des préoccupations des autres cantons qui doivent faire le même travail que nous. Mais ces 2 thématiques ont un rôle plus important en Valais sans doute qu'ailleurs. L'occasion de passer au deuxième volet, on y reviendra dans quelques instants, Nicolas Mettan, sur l'aménagement du territoire, ce deuxième volet où on parle avec des professionnels de la gestion des risques, comment est-ce qu'ils s'y préparent. En termes d'analyse des risques, alors commençons peut-être par le point de vue des assureurs, j'allais dire ça comme ça. Vous faites quoi, vous, au quotidien, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui pourrait arriver éventuellement sur le terrain en termes d'inondation, par exemple, si on a un slide qui nous permet d'y voir un tout petit peu plus clair. Enfin, vous allez nous l'expliquer. Oui, alors ici j'ai un schéma qui illustre bien tous les facteurs en fait, qui peuvent influencer les risques de catastrophes naturelles. Donc on a d'un côté les facteurs climatiques en orange, avec, voilà, ici j'ai pris l'exemple du risque d'inondation, donc les précipitations qui ont une influence sur les écoulements et qui définissent ensuite les probabilités et sévérités de crues. Et de l'autre côté, les changements socio-économiques qui sont à la base basés sur la croissance économique, qui a une influence sur la taille de la population, qui elle a une influence sur l'aménagement du territoire, qui définit aussi l'exposition. Et tous ces éléments doivent être pris en compte pour l'estimation des risques. Et toutes ces interconnexions également, donc une modification de l'aménagement du territoire va également influencer
des facteurs du côté des facteurs climatiques comme les écoulements ou le ruissellement. Et concrètement, dans le domaine des assurances, on a des modèles de catastrophes naturelles qui, pour les dangers principaux comme en Suisse les tempêtes, les inondations et les tremblements de terre, qui essayent justement de modéliser tous ces différents éléments. Donc on a un module qui estime le danger ou l'aléa, donc combien est grande la probabilité et la sévérité de l'événement, et un module qui transforme cette sévérité en dégâts. Donc au lieu d'avoir une hauteur d'eau, on aura des francs suisses, selon le type d'exposition, donc combien de maisons, quel type de construction des maisons et tout. Donc tout ça est pris en compte dans les modèles. Et tout à la fin, il y a encore l'aspect module financier pour tenir en compte des franchises, des limites qui sont dans les polices d'assurance. Donc tout ça est très complexe et heureusement on a des modèles qui font assez bien le travail. Et dans le cadre du changement climatique, c'est un thème très, très important pour l'assurance vu que... Et complexe, visiblement. Oui. Complexe, visiblement. On voit quand même sur ce slide que l'utilisation des sols et l'aménagement du territoire est relativement au centre, finalement, Nicolas Métande. Quel que soit le modèle, somme toute, je vais vous demander... Tu peux mettre le slide. Oui, alors absolument. Alors, on va vous présenter un slide radicalement différent, qui est le choix de l'adjoint au service de l'aménagement du territoire, Nicolas Métand. Nicolas, si vous pouviez éventuellement nous expliquer, ne serait-ce que le choix de ce slide. Oui, j'aurais pu vous présenter un schéma compliqué sur la gestion intégrale des risques, comment elle est prévue dans notre plan directeur cantonal. Puis finalement, je me suis dit que ça, c'était peut-être plus parlant pour... on peut parler du rôle de la latte aujourd'hui, mais c'est un autre chapitre sur lequel on pourra revenir dans les divers. Mais surtout pour montrer le rôle... On est beaucoup focalisé depuis un certain nombre d'années sur les mesures constructives. Dès qu'il y a un événement, on dit c'est parce qu'on n'a pas pris les mesures, on n'a pas surélevé les digues, on n'a pas creusé, on n'a pas élargi le cours du Rhône. Et c'est ces mesures constructives, on oublie que la première mesure, d'ailleurs vous l'avez dit avant, c'est de réduire l'exposition au risque. C'est des mesures préventives, la première mesure de protection contre les dangers, c'est des mesures passives, comme l'aménagement du territoire. C'est-à-dire cette connaissance du danger qu'on doit intégrer dans les outils d'aménagement du territoire pour essayer de limiter ensuite l'exposition au risque des personnes et des biens. Et c'est là le rôle central d'aménagement du territoire. Ces informations ensuite sont traduites dans les instruments d'aménagement comme les plans d'affectation des zones, avec des règles du jeu qui interdisent de construire dans des zones de danger élevé ou qui demandent de respecter des distances au cours d'eau, par exemple. Et malheureusement, ces règles, comme l'a dit Raphaël Mayra tout à l'heure, cette connaissance, elle intervient. Les quarts de danger sont en train de se terminer aujourd'hui. Et puis, l'homme a beaucoup utilisé le sol jusqu'à maintenant. Il n'a pas attendu les quarts de danger pour s'installer. Et puis, un peu malheureusement, ce qu'on a pu voir sur Fable Histoire, c'est que, peut-être à une époque, les anciens avaient une connaissance intuitive assez forte du territoire et des dangers, puis essayer d'éviter de se mettre dans des endroits exposés au risque. Avec le développement de l'urbanisation des 50 dernières années, avec aussi peut-être la fin des travaux de la deuxième correction, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus d'exposition au creux. On avait une confiance peut-être beaucoup trop grande dans les mesures constructives. Et puis on s'est étalé dans la plaine, on s'est mis quelque part en danger. Puis aujourd'hui, on paye un peu ce mode de développement. Il faut aujourd'hui protéger les biens qu'on a construits à grands frais dans la plaine avec des nouveaux moyens de protection. Alors, les mesures constructives sont évidemment importantes, mais on voit bien que si on essaye d'intégrer ces questions, ces données-là dans la réflexion en amont, on évite peut-être aussi des dépenses exagérées et des conséquences aussi négatives sur les autres utilisations du sol et sur les infrastructures, par exemple.
un rôle donc important de prévention pour l'aménagement du territoire. À vous entendre, vous avez utilisé le terme de connaissance intuitive de nos ancêtres, on va dire ça comme ça. Ça veut dire bêtement que c'était mieux avant, Nicolas Mettan. C'était mieux avant, on savait mieux faire avant en termes de connaissances environnementales. Alors, je n'opposerai pas les deux périodes, parce que c'est deux savoirs qui sont différents et complémentaires. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a manqué un peu d'humilité par rapport à la nature. Je veux dire, le développement économique, les moyens financiers, la science, les sciences des ingénieurs, les connaissances, nous ont peut-être donné l'illusion qu'on pouvait se protéger contre les dangers naturels, mais on voit l'avalanche, elle ne décide pas où elle va, on peut les prévoir, mais il y a toujours des événements, enfin, quel que soit le type de danger, il y a toujours des événements qui peuvent arriver, qui vont au-delà de ce qu'on a pu prévoir, calculer, puis cette humilité, c'est peut-être ça qu'il faut mêler le savoir des ingénieurs avec une certaine humilité devant certains éléments naturels et les faits de la nature, et accepter qu'il y a des choses qui arriveront, continuent à arriver, même si on a tout prévu pour essayer de les éviter. Alors, je crois savoir que quand même, les hommes de terrain qui sont représentés là font preuve de passablement d'humilité pour les connaître personnellement. Cela dit, l'humilité, c'est une chose. Après, faut bosser. C'est la gestion au quotidien des risques. Comment on s'y prépare concrètement Raphaël Majorac, qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, pour essayer de prévenir tout ça Nicolas Mettan disait on ne peut pas forcément prévoir le tracé d'une avalanche. C'est une question qui demanderait pas mal de temps pour répondre. La première chose, je commencerai par la fin de la journée, c'est d'arrêter d'y penser jusqu'au lendemain matin, parce que sinon c'est pas tout à fait vivable. Et puis le matin, en descendant à Sion, de se dire que ce canton il est quand même foutument trop grand et qu'il y a foutument trop de travail. Alors on est un petit peu tenaillé entre notre désir de bien faire et de tout vouloir faire et la réglementation, la législation et les finances derrière qui ne suivent pas forcément. Donc notre travail, c'est de trouver un certain équilibre là-dedans. Donc ça, c'est pour la philosophie. Du point de vue purement pratique, et ça c'est presque législatif, les communes sont responsables de la sécurité des personnes sur leur territoire. Le canton et la confédération sont là en appui pour les communes. Donc, puisqu'on a la commune d'Aniviers qui est représentée là, s'il y a un pépin, un problème sur la commune d'Aniviers, c'est le président d'Aniviers qui prend. Lui, il s'entoure d'une équipe de sécurité dans son état-major. Il y a un responsable sécurité pour les dangers naturels, c'est Claude. Et puis, théoriquement, il se débrouille. Mais évidemment, cette année, ils ont pris 40 millions derrière les oreilles de dégâts, dont 7 millions d'interventions urgentes que pour la sécurisation. Donc vous avez vite fait de mettre une commune alpine sur les genoux dans une situation comme ça. Et c'est là que nous intervenons. Nous intervenons toujours du point de vue technique pour aider, parce que ce n'est pas forcément des spécialistes des digues par avalanche qui sont dans les communes. Donc nous, on est là pour aider au niveau du canton. Et aussi après pour le subventionnement, à savoir que par exemple, si vous faites une digue par avalanche, on subventionne entre 80 et 90% des frais, une partie confédération, une partie canton. Donc ça, c'est très factuel. Et puis pour finir avec les chiffres, on est actuellement à l'État du Valais, une section pour les dangers naturels de 18 ingénieurs. Ça, c'est une première Suisse. On est très fiers parce qu'on a réussi à se mettre ensemble, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines. Et puis on a environ une trentaine de secteurs en Valais, avec chaque fois un responsable de sécurité comme Claude, et c'est vraiment nos yeux, nos oreilles, notre sentiment aussi sur le terrain. C'est eux qui suivent les choses, qui regardent, qui nous téléphonent, avec qui qu'on appelle, etc. Et c'est grâce à eux, avec une certaine fierté, on peut le dire qu'en janvier, on a réussi, on a aussi eu de la chance bien sûr, mais on a réussi à assez bien gérer la situation pendant près d'un mois d'intempéries. Ça c'est un peu pour la partie organisationnelle. Comment on se prépare avec eux, on fait de la formation, et puis on essaie aussi de leur donner les outils. Maintenant, il y a énormément de nouveaux outils d'investigation, de mesures sur le terrain, et rien que dans les stations météorologiques, je crois qu'on en a 70 sur notre réseau, on peut regarder la neige, comment ça évolue, les pluies, etc. Et tout ça, on donne accès à nos collègues sur le terrain à toutes ces données pour pouvoir prendre des décisions, si possible de manière préventive, ou pendant l'événement pour réagir de la meilleure manière possible.
Je schématise, Claude Peter, vous êtes les yeux, les oreilles de Raphaël Mayora, en quelque sorte. Vous faites quoi c'est quoi votre journée type, en fait? Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien? On va essayer de résumer. On va déjà scinder la partie en deux. On aura les journées où tout va bien, comme maintenant. Ces journées où on se lève le matin. Premier point, c'est le point météo. Ça, c'est facile à regarder dehors. On regarde la météo, on avance, on se dirige direction bureau. Là, on va déjà croiser 2-3 cours d'eau en descendant. Ça va nous donner des indications sur la turbidité de l'eau, la couleur. Ça va nous donner les indications avant d'arriver. Quand on arrive au bureau, la première chose qu'on fait, c'est de prendre tous les outils qu'il a dit Raphaël tout à l'heure. Toutes ces données, on va regarder ce qu'on a besoin. Tirer de là vraiment ce qui va nous rendre service pour organiser notre journée. Notre journée, on va devoir s'occuper des chantiers où on assure la sécurité, se dire est-ce qu'aujourd'hui il va arriver de la pluie et puis les jours précédents il a plu pendant 7 jours. Bon, ce n'était pas le cas cet été. Mais de ça, on va organiser notre journée puis dire est-ce qu'on va ce soir se retrouver ou avec des orages, avec quelle situation? Est-ce qu'on laisse les ouvriers travailler à l'intérieur des chantiers ou bien est-ce qu'on va leur dire maintenant il faut quitter le chantier? Ça, c'est quand ça va bien. La journée, quand ça va un peu moins bien, quand c'est un peu tendu, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. On s'adapte par rapport à l'événement, d'accord? On fonctionne et, par exemple, cet hiver, quand on a eu les grosses chutes de neige, on fait des points réguliers toute la nuit avec les responsables avalanches des secteurs pour arriver le matin de bonne heure, 4h30, en principe, on se fait les réunions. 4h30, on fait un point de la situation, on se dit, voilà, maintenant, cette nuit, s'est passé ça, on a eu ça de vent, on a les mesures qui sont là. Ça va nous permettre d'anticiper. Notre travail, c'est de l'observation et surtout anticiper, dire, est-ce qu'on va laisser le car monter? Est-ce qu'on envoie les enfants à l'école? On ferme les routes? On procède à des évacuations? Ça, c'est un travail en collaboration avec les cantonniers et les voyers. Ça sera la gestion les jours où ça va moins bien. Vous avez dû faire face au début juillet, si je ne dis pas de bêtises, à un événement majeur en Aniviers, avec c'était le débordement de la Navison, avec passablement d'éléments touchés. Alors les gens vont peut-être poser la question, c'était pas prévisible, c'était prévisible. Vous avez quel sentiment, vous, par rapport à ça? Et alors là, c'est là qu'on voit que le système qui est mis en place, il fonctionne. On a les prévisions météo qui nous ont pas rendu service là, dans cette situation. Donc c'est l'expérience, c'est l'humain. L'humain, il s'est retrouvé au centre, et puis d'avoir pu anticiper, de sentir, d'être dans le terrain, de sentir un peu ce qui va arriver, nous a permis de prendre les devants. On était en route avant les alarmes. Donc ça veut dire qu'on a pu faire, nous, les alarmes qu'on avait besoin. Le but, c'est d'avoir des alarmes au bon endroit, au moment opportun. Donc quand toi, tu commences à gérer l'intervention, de pouvoir poser tes pions, tu auras déjà fait pas mal d'avance, tout en restant humble. Il faut rester humble, se dire qu'on ne maîtrisera jamais tout, et puis que la nature elle est plus forte que nous. Vous commencez à 4h30 du matin, vous terminez des fois à minuit. Moi, j'espère que vous êtes grassement payé pour faire ça. Je ne vous demande pas de répondre, mais la question n'est pas anodine en termes de moyens financiers. Au-delà de ça, Claude Peter, le canton est le soutien. Il arrive en soutien. Vous avez été soutenu, ça semble-t-il. Pour vous, c'est une organisation entre différentes collectivités publiques qui a bien fonctionné. Alors c'est sûr que si tu es seul, le matin, tu n'as pas besoin de te lever, tu ne sers à rien. Donc on doit pouvoir compter sur des gens, d'être bien entourés, compter sur des gens compétents. On a la chance, avec le canton, on peut s'appuyer, on se téléphone, je ne suis pas sûr, j'ai un problème, qu'est-ce que tu penses? C'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes. Le jour où tu es seul, tu n'as pas beaucoup de chance. Hein. Alors, une collaboration active, semble-t-il. Il y a des hommes, il y a aussi de la technologie, somme toute. Je crois que la commune d'Aniviers a un projet pilote au niveau suisse en matière de réchauffement climatique, si je ne dis pas de bêtises, Raphaël Mayora, corrigez-moi. Ces évolutions technologiques, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui que vous ne disposiez pas il y a, je ne sais pas, 10, 15 ans, Raphaël? Oui, alors, c'est un défi de suivre l'évolution technologique parce que le 90% c'est inutilisable, mais tout le monde voudrait nous le filer. Ça c'est comme les
Mais pour la petite anecdote, vu que j'étais là depuis 2-3 ans, jeune premier, puis je disais, ouais, mais ces stations de mesure, il y en a d'autres, elles sont mieux, elles sont moins chères, etc. Et puis ceux qui étaient là depuis plus longtemps, ils disaient, ouais, mais quand même, je sais bien que c'est la Rolls-Royce. Et quelques temps après, une de ces stations un peu plus légère, évidemment, elle ne marchait plus. Il y avait eu, et là, il faut se méfier de certaines nouvelles technologies qui arrivent, mais on est vraiment presque à jour. Hein. On a des contacts avec les unis, avec les polis, avec les boîtes, etc. Et je mentionnerai juste un cas. Météo Suisse a sorti maintenant depuis 2 ou 3 ans un nouveau modèle qui s'appelle Cosmo 1. C'est une maille 49 fois meilleure qu'avant. Donc, vous tous les contribuables, vous avez fortement payé pour un super ordinateur à Lugano. Mais cet outil est vraiment génial. Mais entre le moment où il fonctionne, il est bien calibré, et nous, on est capable de l'utiliser, ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Il y en a un hier soir qui a dit que Météo Suisse était bien plus mauvais qu'avant, mais factuellement, c'est faux. Hein. Ils contrôlent tout ce qu'ils ont. Seulement, on vous donne tellement d'informations maintenant que si l'orage il est sur Ravoir, et puis il n'est pas sur Martigny, comme le montre le radar, vous allez dire, oui, mais ils sont complètement à côté. En fait, ils ont déjà fait un exploit extraordinaire, techniquement, d'y arriver. Et nous, cet été, il y a certaines cellules orageuses, on les a vues arriver, on les a vues se développer, avant même qu'il y avait le flash, le warning de Météo Suisse, mais on n'a pas encore assez d'expérience pour oser, par exemple, faire un message à la radio, puis à la population de dire, la prochaine demi-heure, restez tranquille, prenez pas la voiture, rien de grave va arriver, mais enfin, vous évitez des ennuis, et ça, on aimerait y arriver. Et ce qui fait que l'orage du 2 juillet, cette année, je ne veux pas me vanter, mais moi je l'ai vu sur le radar, et puis un moment après, j'apprends que c'est descendu, après je discute avec Claude, puis Claude m'a dit, quand j'ai vu là-haut, j'ai dit, il y a un truc pas normal. Alors pour l'instant, on est à mi-chemin entre utiliser la technologie et puis le feeling et le sentiment qui est quand même toujours hyper important et qui le restera aussi. Maintenant, le développement des points de mesure, il y a un gars du Poly de Zurich qui nous envoie, pour ceux qui sont dans l'informatique, quelques gigabytes de données par jour. Par jour, carrément. Par jour. Et ça concerne non seulement des données météo, mais aussi des données liées à des points GPS pour la détermination, par exemple, de mouvements de terrain. Alors, il y a toutes les données météo, évidemment. Là, on passe par Météo Suisse et aussi par d'autres réseaux. On collecte toutes les données, température, précipitation, vent, etc. Hauteur de neige aussi. Après, il y a toutes les mesures de mouvement de terrain qui sont soit ponctuelles, donc vous avez une antenne GPS qui se déplace gentiment, qui a une précision de 1,5 centimètre à peu près. Après, vous avez des mesures d'écartement de fissures, vous avez des mesures de température dans le sol, vous pouvez avoir des forages dans le sol qui vous décrivent le terrain. Et puis après, il y a toutes les webcams. Il y a des webcams, si on superpose les 2 photos, on peut voir combien ça a bougé. Et puis pour finir, il y a les données satellitaires. C'est un gros travail de suivre aussi l'évolution de toutes ces technologies et de choisir celles qui nous sont vraiment utiles. Et puis après, encore un autre travail, c'est de donner accès à Claude, à ces données. Oui, j'ai l'impression d'entendre que les dangers naturels maintenant prennent le virage de la digitalisation, de la numérisation, comme on dit dans certains secteurs. C'est le cas. Et si oui, est-ce que vous ne risquez pas d'être précisément noyé, sans mauvais jeu de mots, sous un nombre incalculable de données, de data ? Oui, je crois qu'on a encore assez les pieds sur terre pour savoir filtrer les données. Oui. Ce qui ne sera jamais digitalisé, c'est la pierre qui vous tombe sur le nez. Hein, ça... Claude, des données qui vous sont mises à disposition comme ça, elles vous sont fort utiles, ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail d'interprétation qui doit être fait chez vous ? Non, on n'a pas le temps. Ce qu'il faut, c'est aller directement à ce qui nous rend service. Et ça, on travaille avec les services de l'État pour leur dire, nous, des chiffres perpètes, on n'a pas besoin. On veut ça, si jamais tu nous résumes ça en couleur, est-ce que c'est vert, jaune, rouge? Est-ce que ici, j'ai tant de précipitations, tu arrives à calculer facile, mais autrement, il faut vraiment faire vite. Le matin, quand on est au bureau, qu'on a le temps, ok, mais en pleine intervention, tu n'as pas le temps. Et là, il faut vraiment avoir les éléments juste que tu as besoin. Vous, de votre côté, Madame Mayorin, comment ça fonctionne, cette prise en charge
de notions qui bougent en fait, le réchauffement climatique, les dangers naturels, les événements, vous les avez montés tout à l'heure, pas forcément de récurrence qui s'accélère, mais comment vous intégrez ces données, puisqu'on parle de données, de data, comment vous les intégrez pour améliorer vos modèles? Alors, j'aimerais juste dire que, en fait, nous, dans la réassurance où je travaille, c'est pas nous qui développons vraiment ces modèles. Ces modèles sont tellement complexes et demandent tellement de développement et constant qu'il faut vraiment avoir assez de ressources pour pouvoir les développer. Donc je ne peux pas vraiment vous donner des détails précis sur la manière dont fonctionnent ces modèles. Nous les utilisons et après on essaye de les comparer aussi, de comparer les outputs de ces modèles avec les données du passé qu'on a de nos clients, donc les dommages historiques, et peut-être refaire une calibration par rapport à ça. Mais après, la question... si on n'a pas, par exemple, effectivement, c'est difficile peut-être d'établir une corrélation entre la hauteur d'eau et la hauteur des billets, comme vous disiez tout à l'heure, ne serait-ce que d'un point de vue informatique, c'est compliqué. Mais par contre, peut-être au niveau des risques qui sont couverts, je veux dire par les assurances en termes de dangers naturels, c'est quoi et puis c'est selon quelle méthode? Donc, je parlais avant, donc les données que j'ai montrées avant correspondaient aux dommages par rapport aux bâtiments et aux biens mobiliers. Donc en Suisse, on a une assurance incendie qui comprend en fait aussi les dangers naturels. Et donc c'est tout ce côté assurance mobilier et immobilier, mais il y a également d'autres risques qui peuvent être assurés et qui doivent être également estimés dans nos calculs, comme les interruptions de service, par exemple s'il y a une coulée de boue qui coupe une route ou une ligne ferroviaire. Après, il y a les assurances pertes de gains, par exemple une station de ski qui doit fermer parce qu'il n'y a pas assez de neige. Il y a vraiment beaucoup de domaines qui peuvent être touchés par les aléas climatiques. Les assurances vie aussi. Voilà, les vagues de chaleur, ça influence la santé des gens. D'ailleurs, c'est les dernières vagues de chaleur qu'il y a eu en 2003 et 2010, c'est les phénomènes naturels en Suisse qui ont causé le plus de décès. C'est dans les chiffres. Et donc, il faut prendre en compte, voilà, les risques, c'est pas que des biens matériels, mais il y a aussi tous les aspects... Voilà, interruption de business et santé. Et est-ce que le grand public a conscience de ces enjeux, des comportements à adopter quand on a des événements mineurs ou majeurs qui se produisent? On a vu, si les gens parmi vous sont adeptes de réseaux sociaux, on peut voir sur certains réseaux sociaux parfois... Des séquences filmées au plus près, on va dire, de la réalité des événements qui se produisent. Raphaël Mayora, vous pensez que le grand public est suffisamment informé des dangers et des risques qu'ils encourent, par exemple, sur des cas précis que je viens de citer? Non, là, on est un petit peu à côté de la plaque, mais dans les deux sens. Je dirais la personne qui veut absolument mettre sur Facebook la vidéo sensationnaliste, elle ne se rend pas compte qu'elle prend des risques énormes. Et puis quand j'ai vu ça, je me disais c'est quand même dingue, on a bossé comme des fous pendant des mois et des mois, on a eu vraiment une année terrible au point de vue événement. On a évité, on n'a pas eu un seul mort en Valais. Puis tout d'un coup, on en a 2 qui se font fourcher parce qu'ils sont en train de filmer une lave torrentielle. Ce serait quand même con. Mais voilà, malheureusement, ça peut arriver. Et puis d'un autre côté, l'information, elle est pas bonne dans l'autre sens parce qu'on vit dans un catastrophisme absolu. Pour petite parenthèse, si on fait ici un sondage, puis on demande aux gens du point de vue danger naturel, à votre avis, c'est quoi le plus grand problème lié au réchauffement climatique dans Valais? Tout le monde va dire le permafrost. Le permafrost, c'est à peu près 5% de nos soucis en instabilité de terrain dans le Valais. Mais c'est un sujet à la mode, donc on en parle. Et tout le monde se dit que maintenant, dès qu'il pleut, on va avoir des endroits, des glaciers rocheux qui vous tombent sur la gueule et tout ça. En Valais, on a 3 endroits liés à des glaciers rocheux qui nous font souci.
3 sur tout le Valais. Hein. C'est pas, il y en a Et d'autres qui vont venir et tout ça. Et les 95 autres % de vos grands soucis, ils concernent quoi? Alors, les laves torrentielles liées à des orages, ça, cette année, on a dégusté la totale à peu près. Des chutes de pierre tout à fait normales. Par exemple, en janvier, on ne parle pas de fonte du permafrost, hein, si on est scientifiquement correct. On a recensé 376 événements de chutes de pierre et de coulées boueuses en Valais, uniquement liés, parce qu'en haut il neigeait, mais en dessous il pleuvait beaucoup. Et j'allais dire c'est un peu du classique, mais c'est un peu moins à la mode. Et là, le devoir d'information, et à mon avis, on est un petit peu à côté. On voit très bien, les stations, le tourisme, ils nous le disent très bien. Si les météorologues, le mardi, prédisent un temps mitigé pour le samedi et dimanche, tout d'un coup, la fréquentation, elle baisse. Alors qu'entre deux, voilà, en Valais, souvent, quand on dit il fera assez ensoleillé, en fait, on devrait dire il fait grand beau. Donc l'information à ce niveau-là, elle est un peu nulle, quoi. Au moins, ça a le mérite de la clarté et de la franchise. Merci pour tous les journalistes qui sont présents dans la salle. On leur fera passer le mot. On va conclure, parce que le temps avance très vite. On va conclure avec ce troisième volet qui concernait ces coûts potentiels, hein, que vous évoquiez à l'instant, Raphaël Mayora, les coûts potentiels de ces catastrophes naturelles. Puis cette volonté politique, finalement, d'essayer de les limiter. Concrètement, en septembre, il y aura des gens qui siègent au Grand Conseil valaisan, puis qui vont s'emparer de certains dossiers, notamment en termes de motions, de postulats, où ils vont parler et soumettre au Parlement des éléments, postulats, motions liés, par exemple, au réchauffement climatique, liés, par exemple, à une station comme Zermatt, qui est coupée du monde, qui a été coupée du monde l'hiver passé à plusieurs reprises. Et puis dans cette motion, il y a des députés haut-valaisans qui exigent que des travaux soient réalisés, coûte que coûte, puisqu'ils demandent d'adapter en conséquence les bases légales. Ça va partir dans tous les sens, avec des événements récurrents comme ce qui s'est passé cet hiver. Il y a des politiques qui vont se sentir investis d'une mission de vouloir à tout prix protéger les populations, où qu'elles soient. Raphaël Mayora, ça va être compliqué pour vous? Bon, j'espère qu'il n'y a pas des Zermatt dans la salle, sinon je vais me faire tirer dessus. Ben oui, on va assumer. On va assumer. Non, je pense que ça revient un petit peu sur le débat général qu'on a ce matin. Quelle est la consommation du monde qu'on veut avoir actuellement? Zermatt, évidemment, c'est un pôle économique important et tout. Est-ce que c'est nécessaire pour les gens, pour les touristes, d'avoir 2 accès sécurisés à 100% toute l'année pour Zermatt? Le train et la route. Je pense que c'est ça la question. C'est un pôle important et on doit faire, à mon avis, ce qui est possible, hein, dans la mesure du raisonnable, pour qu'un accès, il soit quasiment toujours. On ne pourra jamais garantir l'absolu, parce que si vous avez un élément majeur, un éboulement majeur, toutes les galeries, elles pètent et tout ça. Mais que, par exemple, le train soit toujours sécurisé. Alors moi, quand on vient encore me demander qu'il faut le train, plus refaire toute la route cantonale, l'élargir, etc., je trouve que personnellement, je trouve que c'est exagéré. Après, évidemment, c'est pas ma décision. Après, par rapport à toutes ces interventions qu'on a de la part de députés et autres, je vais être un peu dur, mais j'ai l'impression que ces gens, ils ne comprennent pas grand-chose. Hein. Parce que quand on me demande de faire l'inventaire des événements liés au changement climatique qu'il y a eu ces 10 dernières années, ça montre une méconnaissance. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne lisent que les têtes de titres dans les journaux. Parce que sur 10 ans, ça ne veut absolument rien dire. Ensuite, moi, je ne sais pas vous dire, quand il y a un caillou qui tombe, s'il était vraiment lié au changement climatique ou s'il n'était pas tombé normalement. Et c'est quoi la norme? Moi, je peux vous le dire précisément, depuis 1976, je me suis rendu compte que les glaciers ils fondaient, donc ce n'est pas depuis 10 ans en arrière. Et si on regarde l'historique, en Valais, ça fait depuis 1850 que les glaciers ils fondent. Et puis depuis 1980, ça a vraiment pris la grande vitesse. On est où là-dedans? Personnellement, professionnellement, je n'ai vécu que du changement climatique. Je ne sais pas ce que c'est, pas de changement climatique, pour vous dire qu'est-ce qui est différent. Je veux dire, quels sont les événements qui sont normaux puis qui sont pas normaux. On nous demande de nous adapter au changement climatique. Et pour notre équipe, pour nos ingénieurs, ça veut dire
continuer le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Eh bien, voilà une posture qui va certainement faire débat. Nicolas Mettan, vous partagez un petit peu, ou partiellement, ou complètement, le constat du géologue cantonal. Je ne me souviens pas que cette question était prévue au programme lorsqu'on en a parlé tout à l'heure. Non, je ne vais pas me positionner sur la réponse précise qui... Mais on risque d'avoir des restrictions en matière d'aménagement du territoire, par exemple. Par contre, la question, oui, il y a cette question. On le sait, on a eu tout ce débat avec la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le dimensionnement des zones à bâtir. Donc les chances, on a un souci de... Il y a en principe en aménagement du territoire un mot que personne ne comprend, mais qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle la décentralisation concentrée. Alors là, vous avez 30 secondes pour expliquer de manière ramassée ce concept. C'est l'idée que chacun doit avoir sa chance. À la fois, on doit concentrer l'urbanisation derrière des pôles, mais que ces pôles ne sont pas censés être uniques, mais peuvent aussi exister dans l'ensemble du territoire. C'est par ce biais-là qu'on a essayé de résoudre la quadrature du cercle en disant chacun doit aussi avoir sa chance. Et on a cette logique pleine montagne très importante aussi en vallée. Alors, c'est clair qu'il y a ce souci de donner la chance à chacun, mais dans le contexte dont on discute aujourd'hui, pour reprendre un petit peu l'intervention, le dessin de Casal, par exemple, dans le contexte de surdimensionnement des zones à bâtir reconnaît le Valais, l'obligation de redimensionner ces zones à bâtir, aujourd'hui, les données sur les dangers naturels, les données sur l'espace réservé aux eaux, c'est des données objectives à partir duquel on peut essayer de faire un dézonage intelligent pour éviter de continuer à équiper des secteurs qu'on avait prévus pour le développement qui aujourd'hui, dont on voit d'abord il n'y a plus vraiment de marché parce qu'elle va sur les zones secondaires, mais aussi c'est des secteurs qu'on aurait équipés à grands frais et peut-être qu'on aurait encore payé 2 fois parce qu'il y aurait eu des dégâts. Donc ça, en tout cas, on doit le faire. Après, je veux dire, il y a aussi la logique plaine montagne, c'est un autre grand débat qu'on connaît, mais je pense que la plaine, aujourd'hui, on voit bien que face aux dangers naturels, tout le monde est concerné. La plaine du Rhône, on l'a vu quand on a sorti les cartes de danger d'inondation du Rhône. On pensait que les dangers naturels ne touchaient que la montagne. Aujourd'hui, on sait que la plaine du Rhône est très concernée aussi, par les tremblements de terre sans doute aussi. Donc tout le monde est un peu solidaire de tout ça. Là, moi, je vois des chances importantes pour la montagne. C'est que on a essayé de l'expliquer dans les débats sur l'aménagement du territoire, mais la plaine, elle doit aussi se protéger contre les dangers naturels. On cherche à limiter le développement d'urbanisation dans la plaine. Ça va donner l'occasion peut-être à des endroits mieux situés, peut-être moins exposés, de profiter aussi du développement. Ce n'est pas que la plaine qui va continuer à s'urbaniser dans le futur. Ça donne aussi la chance à des communes, peut-être pas tout en fond de vallée, mais en entrée de vallée, de profiter de ces nouvelles règles. Voilà quelques indications en lien avec la thématique qui m'intéresse aujourd'hui. Une manière de ne pas répondre à ta question. Voilà. On va terminer par cette question. Alors celle-là, je ne sais pas si elle était prévue ou pas. On a eu ce débat qui n'était pas forcément pleine montagne, où il était peut-être davantage ville-montagne ou ville-campagne, où des gens disaient, enfin notamment chez les montagnards, on va les appeler comme ça, qu'on voulait purger le canton du Valais de ses derniers habitants en montagne. Et puis de l'autre côté, si on pose le curseur à l'autre extrémité, on avait des gens qui disaient mais non, mais c'est plutôt la montagne, qualifiée de relativement conservatrice, qui n'a rien vu venir en termes de changement climatique. Un petit tour de table sur cette question-là. Peut-être, je ne sais pas si Nicolas Mettan, Anivier d'abord, d'accord. Vous permettez de réfléchir à cette question. C'est quoi? Vous êtes, Claude, vous habitez en montagne. Vous avez davantage l'impression qu'on vous empêche de tourner en rond, ou vous avez plutôt l'impression que les gens arrivent avec, on va dire, des arguments qui sont corrects en disant, mais vous, les montagnards, j'allais dire, vous, les aniviards, vous n'avez rien vu venir? Non, nous, on vit en montagne, on a de la chance de vivre là. C'est pas parce qu'on a 2-3 problèmes avec des dangers naturels qu'il faut fermer les vallées, d'accord? On a c'est tellement magnifique ce qu'on vit, quand tout va bien, que quand je vois, ça me fait un peu sourire, parce qu'on est là, les montagnes, les dangers naturels et tout. Si on regarde la plaine, quand on voit le rail, hein, c'est pas un danger naturel, mais quand on voit le rail avec tout ce qu'il transporte, chimique, bactériologique, radioactif, ça traverse des villes. Moi, je me dis que je suis bien dans le fond de vallée.
Lisiane Mayora, un mot de conclusion, votre point de vue éventuellement sur cette question-là, d'un point de vue d'un assureur. Alors moi je vais parler d'un point de vue beaucoup plus global parce que donc, je ne travaille pas forcément sur le balai, c'est vraiment une réassurance globale. Donc l'avis des assurances par rapport au changement climatique, c'est qu'il faut absolument mettre en œuvre des mesures de protection pour essayer de limiter les dégâts futurs, parce qu'il faut se rendre compte qu'avec l'augmentation potentielle des événements extrêmes, il faudra augmenter les prix des assurances pour pouvoir couvrir les coûts des dommages. Il n'y a pas de miracle, c'est soit augmenter les primes, soit réduire les couvertures. Et on n'aimerait pas arriver dans un monde où les gens n'arrivent pas à se payer une assurance, où l'État doit entrer en jeu dès qu'il y a une catastrophe. Donc pour pouvoir faire face à ces défis, il faut investir justement dans des mesures de protection. Et les assurances, donc il y a vraiment un éveillement des consciences dans le domaine des assurances, où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour soutenir des projets d'évaluation de mesures d'adaptation pour rendre justement les sociétés plus résilientes face au changement climatique. Et il y a vraiment un grand potentiel dans le domaine des assurances, vu que les assurances ont pas mal d'investissements, donc ça représente un capital disponible assez important. Et on voit vraiment un mouvement en général pour investir dans des projets et dans des entreprises plus durables qui tiennent en compte justement de la protection de l'environnement et du climat. Je donne un exemple concret. Dernièrement, il y a pas mal de réassurances et d'assurances qui ont dit qu'elles stoppaient d'investir dans des entreprises dont le chiffre d'affaires dépend de l'industrie du charbon. Donc c'est tout des petits signes qui montrent que voilà, on se rend compte qu'il faut changer quelque chose pour pouvoir faire face aux défis futurs. Merci. Le mot de la fin pour Raphaël Mayora. Je pensais peut-être réagir quand même par rapport à c'est en fait des articles de journaux qui disent qu'on est des vieux cons au fond des vallées, qu'on n'a rien vu venir, et j'exagère à peine les mots. Il faut bien voir qu'il y a plusieurs choses qui ont changé dans nos montagnes, il n'y a pas que la température. L'occupation de la montagne est complètement différente maintenant d'avant. Je pense qu'il y a 5 fois plus de gens qui font de la peau de phoque maintenant qu'autrefois, juste pour citer un exemple. L'acceptance du risque, et ça c'est peut-être le plus important, elle a complètement changé. J'ai des collègues de Val d'Ost qui sont là, qui m'ont dit que sur le Val Ferret, il y a eu 2 morts là, il y a quelques semaines par une lave torrentielle. C'est déjà parti en justice. Ça veut dire qu'on va en parler pendant 2-3 ans régulièrement dans les journaux pour 2 morts. Maintenant, vous imaginez qu'il y a eu ça il y a 50 ans en arrière, dans une vallée chez nous. On aurait enterré les morts, on aurait été boire l'apéro, on aurait pleuré ce qu'il faut, et puis c'était fait. Ça a complètement changé. Il y a une déresponsabilisation générale. Il y a les gens qui disent qu'on est des ploucs en haute montagne, qu'on n'a rien fait. C'est des gens qui ignorent complètement la résilience qu'on a et qu'on a hérité, je dirais, de nos ancêtres et que j'espère qu'on ne va pas perdre, tout en sachant bien que les gens qui viennent, ils n'ont pas cette résilience. Et puis, l'autre aspect, il y a les gens qui veulent vider parce qu'ils pensent qu'ils sont responsables. On a toujours des problèmes un petit peu avec la berne fédérale qui veulent nous mettre des barrières et des règles partout, puis dire, vous ne devez pas aller là, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Parce qu'ils pensent, ou parce qu'on les force à avoir la responsabilité, ou on me force, moi, on me dit, mon Dieu, mais comment tu fais pour dormir avec toutes les responsabilités que tu as? Puis je dis, oh, mais le gars qui va aller se foutre sur une chute de pierre, ben, il peut y aller, quoi. Et maintenant, il faut qu'on arrête de foutre du charbon dans l'atmosphère, c'est clair, je veux dire. Moi, j'ai envie de dire, heureusement que la température, elle monte, comme ça, on va arrêter de bouffer du sous-sol. Comme géologue, on est sensible à ça. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut absolument qu'on retourne à un peu plus de responsabilité individuelle. Et je finirai par ceci, c'est bien joli de dire les politiques, ils ne font pas ceci, les politiques, ils ne font pas ça. Les politiques, ils sont dans une économie de marché où il faut de la croissance. Ils n'ont aucune chance d'arriver, sauf par des règlements drastiques et à être impopulaires, donc ne pas se faire réélire, de faire passer quelque chose pour les changements climatiques. La seule chose qui nous fera avancer dans ce domaine, à mon avis, c'est que chacun prenne conscience qu'il est un grand pollueur,
qu'autrefois il allait en vacances une fois par année à Rimini, puis maintenant il prend 5 fois l'avion sur l'année, et bien qu'il prenne 2-3 fois moins l'avion, et puis peut-être que ça ira mieux. Merci beaucoup, Raphaël Bayora. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde.